Imaginez un cauchemar se déroulant pendant les vacances, une saison propice à la joie, transformée en un bain de sang effrayant. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus choquantes dont vous n'avez jamais entendu parler. Ronald Gene Simmons, un homme qui, une semaine avant Noël 1987, s'est transformé en une horrible vague de violence, faisant 16 morts en seulement 7 jours. Et voici le plus intéressant. 14 de ses victimes étaient sa propre famille. Attachez votre ceinture, car c'est une histoire qui va vous laisser sous le choc. Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête criminelle française. Le 15 juillet 1940, Ronald Gene Simmons naît à Chicago, dans l'Illinois, dans une famille déjà marquée par les difficultés. Ses premières années ont été marquées par une tragédie lorsque, juste avant son 3e anniversaire, le père de Ronald, William Simmons, est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Sa mère, cependant, s'est rapidement remariée au bout d'1 an, se mariant avec William D. Griffin, un ingénieur civil employé par le corps des ingénieurs de l'armée américaine. Ce nouveau mariage a apporté d'autres changements, car la famille a fréquemment déménagé à travers l'Arkansas en raison du travail de Griffin. Pour le jeune Ronald, ces déménagements constants ont eu des conséquences néfastes. L'instabilité de sa vie a commencé à se manifester dans son comportement à l'école, où il s'est transformé en un tyran, causant souvent des problèmes, reflet de la tourmente qui couvait en lui. Dans les premières années de sa vie, Ronald Gene Simmons était considéré comme un étudiant difficile, son amertume étant souvent dirigée contre son entourage. À l'âge de 16 ans, son comportement indiscipliné était devenu si ingérable que ses parents, après avoir épuisé toutes les autres options, décidèrent de l'envoyer à l'école militaire, espérant que cela lui inculquerait une certaine discipline. La vie militaire semblait parfaitement adaptée à Ronald. Il s'épanouit dans un environnement structuré et après avoir quitté l'école, le 15 septembre 1957, il choisit de s'enrôler dans la marine américaine. Sa première mission fut à la base navale de Bremerton à Washington, où il rencontra une jeune femme nommée Bersabe Rebecca Becky Oulibarri. Les deux se sont mariés au Nouveau-Mexique le 9 juillet 1960. Cependant, la discipline que Ronald avait adoptée dans l'armée a commencé à s'infiltrer dans sa vie personnelle de manière plus sombre. Au fur et à mesure que leur mariage progressait, sa nature autoritaire devenait de plus en plus évidente. Il a exigé que leur maison soit entretenue avec une précision militaire et a exercé son influence sur tous les aspects de la vie de Becky, de ses choix vestimentaires à ses coiffures. Ce contrôle constant a érodé son estime de soi, la laissant plus dépendante de lui, tout en l'isolant de ses amis et de sa famille. Ce qui a commencé comme des critiques et du harcèlement verbal est rapidement devenu le principal outil de domination de Ronald. Au cours des 18 années suivantes, le couple a accueilli 7 enfants dans un foyer tout sauf stimulant. Même après la naissance de leur premier enfant, Ronald Gene Simmons, Jr., leur relation était restée tendue. Les tendances agressives de Ronald ne se sont intensifiées qu'après sa libération de la marine en 1963 et son enrôlement dans l'US Air Force 2 ans plus tard. Piégée dans une vie dictée par le régime autoritaire de Ronald, Becky, craignant les conséquences d'élever seule ses enfants, a choisi de rester soumise. Leur maison est devenue une forteresse soumise à un ordre militaire strict où la désobéissance se heurte à une tolérance zéro et où la liberté de vivre ouvertement et joyeusement est étouffée. Ronald dirigeait sa maison d'une main de fer, indiquant clairement dès le début que tout enfant qui lui désobéir serait confronté à de graves conséquences. Il considérait la désobéissance non seulement comme un manquement au devoir, mais aussi comme un affront personnel et un signe de déloyauté. Son autorité était absolue et il exigeait une soumission totale de tous ceux qui se trouvaient sous son toit. Parmi tous ses enfants, Ronald avait clairement un favori, sa fille Sheila. C'est elle qui recevait le plus de son temps et de son attention. La profondeur de son affection pour elle était évidente pour quiconque les observait. Alors que les autres enfants étaient soumis à des règles et à une discipline stricte, Sheila bénéficiait de privilèges particuliers. Un jour, Ronald a convoqué une réunion de famille pour expliquer le lien qu'il partageait avec Sheila, qui, à 17 ans, était maintenant enceinte de son enfant.
Il avait déjà décidé qu'elle mènerait la grossesse à terme et élèverait le bébé au sein de la famille, espérant que chacun accepterait cette réalité inquiétante sans protester. Becky, trop bouleversée émotionnellement par la manipulation de Ronald, resta silencieuse, incapable de lui faire face. Cependant, Ronald Jr., le frère aîné de Sheila, ne supporte plus la situation. Il a signalé la grossesse au conseiller scolaire de Sheila. Au départ, Sheila a nié la grossesse lorsqu'elle a été interrogée par l'école, mais la vérité n'a pas pu rester cachée longtemps. Dans une révélation saisissante, elle a été interrogée sans relâche sur l'identité du père de son enfant. Après avoir enduré près d'1 mois d'interrogatoires intenses, elle a finalement succombé à la pression et a révélé la vérité choquante. Son père était responsable de sa grossesse. Son père, Ronald, a mené une brillante carrière militaire s'étalant sur 2 décennies. Au cours de son service, il a remporté des honneurs notables, notamment le ruban de l'armée de l'air pour son adresse au tir exceptionnelle, la croix de galanterie de la République du Vietnam et la médaille de l'étoile de bronze. Cependant, le 30 novembre 1969, Ronald a choisi de prendre sa retraite de l'Air Force avec le grade de Master Sergeant. Le 3 avril 1981, une enquête troublante fut ouverte par le département des services sociaux de Cloudcroft au Nouveau-Mexique en réponse à des informations alarmantes selon lesquelles Ronaldine aurait eu un enfant avec sa fille de 17 ans. Face à la menace d'arrestation, Ronaldine et sa famille quittèrent rapidement le Nouveau-Mexique à la fin de 1981 pour finalement s'installer à Ward, en Arkansas, dans le comté de Lonoke. Leur recherche d'un nouveau départ s'est poursuivie et, à l'été 1983, ils ont déménagé dans le comté de Pope, juste à l'extérieur de Dover, en Arkansas. La famille a acheté une propriété de 13 acres, située à 6,5 miles au nord de Douvres, qu'elle a baptisée Mockingbird Hill. Malgré cette décision, l'enquête sur Ronald Gene Simmons et les allégations d'abus incestueux s'est terminée par la clôture de l'affaire, principalement en raison des difficultés liées à la poursuite des criminels qui avaient traversé les frontières de l'État au cours de cette période. Leur nouvelle maison était un agencement non conventionnel de 2 maisons mobiles plus anciennes, reliées entre elles, dépourvues de plomberie intérieure et de téléphone. Pour éviter d'attirer l'attention, surtout compte tenu de la gravité du passé de Ronaldine, la propriété a été signalée par de nombreux panneaux interdits d'entrée. Sans accès aux commodités modernes, la famille a dû creuser 3 fosses d'aisance pour l'assainissement. Ronaldine a trouvé du travail à Russellville, Arkansas, occupant divers emplois subalternes, tout en restant discret et en tentant d'échapper à l'examen minutieux de ses actions passées. Dans les coins tranquilles de la vie quotidienne, Ronald était confronté à une profonde aliénation qui lui paraissait presque surréaliste. Autrefois célébré comme un officier militaire distingué, récompensé par les honneurs pour son service, Ronald est désormais aux prises avec un brutal revers de fortune. L'estime qu'il jouissait autrefois avait diminué, le laissant se sentir sous-évalué par ses collègues, ses employeurs et la société en général. Dans une tentative de reconquérir sa place, il a obtenu un poste de commis dans un cabinet juridique, où sa nature disciplinée et son éthique de travail ont été initialement reconnues. Cependant, le mandat de Ronald là-bas a été entaché d'une grave erreur de jugement. Ses avances importunes envers une collègue ont conduit à un licenciement immédiat suite à la plainte de celle-ci. Ronald nourrissait la conviction troublante qu'il avait droit à l'attention et à la réciprocité des femmes, les considérant comme de simples objets plutôt que comme des individus autonomes. Sans se laisser décourager, Ronald a trouvé une nouvelle opportunité chez Woodline Motor Freight Company. Déterminé à conserver une attitude professionnelle avec ses collègues féminines, il luttait néanmoins contre un ressentiment sous-jacent à l'égard des femmes et de l'autorité civile. Son dédain a atteint un point d'ébullition avec Joyce Elaine Butts, sa patronne, qu'il a traitée avec une hostilité ouverte et qu'il a défiée à chaque instant. Cette insubordination et cette grossièreté persistante ont conduit à son licenciement une nouvelle fois. Ronald est resté inconscient du lien entre son comportement et ses pertes d'emploi répétées,
convaincu qu'une conspiration plus large, en particulier celle des femmes de l'Arkansas, portait atteinte à son droit à l'emploi. La spirale descendante de Ronald s'est poursuivie lorsqu'il a accepté un emploi de commis de dépanneur. Le calme de sa vie a été brisé lorsque le petit ami de Sheila, Dennis, lui a rendu visite pour demander l'approbation de Ronald pour la main de Sheila en mariage. La révélation que Dennis avait déjà proposée et faisait simplement des plans pour l'avenir a enflammé la fureur de Ronald. Il a refusé avec véhémence de permettre à Sheila et à leur fille, Sylvia, de quitter leur domicile. À l'insu de Ronald, Dennis avait déjà orchestré le départ de Sheila et Sylvia. Dévasté et englouti par l'alcool, le travail de Ronald au dépanneur a rapidement pris fin. Alors que les membres de sa famille commençaient à partir et que des rumeurs d'infidélité circulaient, l'emprise de Ronald sur sa maison fracturée s'éloigna encore plus. Dans un état de frustration et de désespoir total, Ronald résolut de reprendre le contrôle de sa famille et d'exiger des représailles. À l'approche des fêtes de fin d'année, il considérait l'afflux de membres de sa famille pour Noël comme une occasion idéale pour exécuter son sombre plan. Pour Ronald, ce moment sombre n'était pas seulement une évasion de ses injustices perçues, mais une affirmation tordue de domination, une affirmation qu'il avait longtemps méditée. Dans l'obscurité glaciale de sa maison, Ronald Jean Jr. a été la première victime d'un accès de violence déchirant. Alors que Ronald, son père, sortait de l'ombre, il frappa un coup dévastateur au centre du front de Jean avec un pied de biche. La force de l'impact a été immédiate et brutale, mais la cruauté de Ronald ne s'est pas arrêtée là. Il poursuivit sans relâche son assaut, chaque coup de pied de biche dirigé avec une férocité calculée. Les coups répétés ont brisé le nez et le crâne de Jean, ne lui laissant aucune chance de survie. Sans aucun signe de pitié, Ronald a porté un dernier coup écrasant à l'aine de Jean pour assurer l'incapacité complète de sa victime. Les bruits de l'attaque brutale ont résonné dans la maison, alertant Becky de la scène de violence. Sa tentative d'enquête s'est soldée par des images horribles. Son fils, Jean, gisant dans une mare de sang. Dans son état de choc et d'horreur, elle ignorait l'approche de Ronald. Ronald, poussé par un sentiment tordu de vengeance, a attaqué Becky avec le même pied de biche, lui délivrant un coup brutal sur les épaules qui l'a envoyé s'écraser au sol. Ses yeux, remplis d'un regard vengeur, reflétaient sa conviction que Becky était la racine de la rébellion de ses enfants. Alors que Becky tentait en vain de s'éloigner, l'assaut de Ronald s'intensifiait. Il l'a frappée à plusieurs reprises, lui cassant les côtes et arrachant des morceaux de chair de son corps avec les dents du pied de biche. Au moment où Ronald a mis fin à son attaque brutale, Becky était sans vie. Pour confirmer sa mort, Ronald a pris un pistolet de calibre .22 et a tiré un coup de feu à l'arrière de la tête de Becky. Le coup de feu a percé le silence de la nuit, réveillant Barbara, la plus jeune des filles, qui s'est mise à pleurer, inconsolable. Alors que ses cris devenaient de plus en plus forts et persistants, Ronald, avec un pistolet caché derrière le dos, se dirigea vers sa chambre. Feignant le réconfort, Ronald embrassa Barbara, ses mains passant de son dos à son cou. Dans une tournure finale et tragique, il resserra sa prise autour de sa gorge, l'étouffant jusqu'à la mort. Une fois Barbara morte, Ronald a jeté les corps de ses victimes dans une fosse d'aisance, celle-là même qu'il avait demandé à ses enfants de creuser lors de leur premier emménagement. Ce matin, la découverte de 9 corps supplémentaires à Douvres a ébranlé la communauté. Parmi les personnes décédées se trouvent l'épouse, les enfants et les petits-enfants de Ronald, ce qui porte le nombre total de morts à 16 dans cette sombre affaire de meurtre en Arkansas. Barbara, dans ses derniers instants, s'était mouillée de peur alors que Ronald l'étouffait à mort. Son corps, ainsi que les autres, a été placé dans des sacs poubelles et jeté à côté de la dépouille de sa mère. Pour dissimuler davantage ses actes odieux, Ronald a enroulé du fil de fer barbelé autour de la fosse pour dissuader tout animal charognard et a aspergé les cadavres de kérosène pour masquer la puanteur irrésistible de la mort. Une fois son horrible tâche accomplie, Ronald attendit avec une patience sinistre que les enfants restants reviennent de l'école. Alors que le bus scolaire s'arrêtait enfin, Ronald Simmons a accueilli ses enfants en leur promettant des cadeaux,
avec l'intention de les livrer individuellement dans l'intimité de leur chambre. L'enquête de la police suggère que les premiers meurtres ont eu lieu mercredi ou jeudi, les victimes étant enterrées dans une tombe, suivies de l'arrivée de 5 autres victimes venant de l'extérieur de la ville. Les autorités pensent que ces victimes ont été tuées presque immédiatement après leur arrivée. Parmi les victimes se trouvaient 2 jeunes petits-enfants, tous deux âgés d'environ 2 ans, dont les corps ont été découverts plus tard dans la journée dans des coffres de voitures séparés à la résidence. La première victime était Loretta, la fille de Ronald, âgée de 17 ans. Elle fut conduite au salon par la porte qui donnait sur l'extérieur. Loretta avait une ressemblance frappante avec Sheila, évoquant des souvenirs douloureux de sa trahison. Ronald l'a saisie par les cheveux et lui a plongé le visage dans un baril d'eau glacée. Malgré sa lutte désespérée, Ronald était implacable. Une fois que la résistance de Loretta a cessé et que son corps est resté immobile, il a jeté ses restes dans la fosse avec les autres. Les victimes suivantes, Eddie, Marianne et Becky, ont connu un sort similaire, leur corps étant également jeté dans la fosse d'Aisance. Cela marquait la conclusion de la première phase des massacres. Ronald attendrait ensuite son heure pendant encore 4 jours, en attendant l'arrivée des enfants plus âgés de Simmons, qui devaient se joindre aux festivités de Noël le 26 décembre. C'était le moment que Ronald attendait. Les premiers à arriver le 26 furent William H. Simmons II, 23 ans, son épouse Renata May Simmons, 21 ans, et leur fils de 20 mois, William H. Simmons, 3. Ronald les a accueillis avec une violence préméditée. Il a tiré sur les parents dans la salle à manger, puis a recouvert leur corps de manteaux et de couvertures, les laissant dans un tableau sombre à côté de la table à manger. Le bébé a été étranglé et noyé avant d'être placé dans le coffre d'une voiture derrière la maison. Les prochains arrivants étaient Sheila, la fille de Ronald, âgée de 24 ans, et son mari, Dennis Raymond McNulty, âgé de 33 ans, accompagnés de leur enfant, Sylvia, 7 ans, et Michael, 21 mois. En entrant dans la maison, ils ont été confrontés à la vue horrifiante de leurs proches décédés, disposés dans un sombre étalage. Ronald a ensuite tiré sur Sheila et Dennis. Il a tué leur fils de 21 mois en l'étouffant et a jeté le corps dans un endroit boueux à l'extérieur. Sylvia a été étranglée et son corps a été étendu aux côtés des autres. Les corps étaient disposés en rangées soignées dans le salon, recouverts de manteaux, le corps de Sheila étant drapé dans la plus belle nappe de Rebecca Simmons. Ronald a caché les corps de l'enfant de Sheila et Dennis dans le coffre d'une voiture qui a ensuite été abandonné dans un endroit fréquenté par des véhicules abandonnés. Au milieu de sa folie violente, Ronald a ressenti un profond sentiment d'injustice. La mort du fils de son fils Dennis a été une issue tragique, mais Ronald pensait que l'enfant ne méritait pas un lieu de repos aux côtés de sa famille. Après avoir commis ces actes odieux, Ronald s'est rendu dans un magasin Sears à Russellville. Là, il récupéra les cadeaux de Noël qu'il avait commandés pour sa famille, un contraste effrayant avec ses sombres activités. Cette nuit-là, il a célébré ses horribles exploits dans un club privé, en prenant un verre avant de rentrer chez lui. Il a passé le reste de la soirée et le lendemain en état d'ébriété, à regarder la télévision et à boire de la bière. Pourtant, la quête de vengeance de Ronald était loin d'être terminée. Le matin du 28 décembre 1987, il a emmené la voiture de son fils Ronald Jr. dans un Walmart de Russellville, achetant une autre arme à feu pour l'aider dans sa vendetta continue. Sa première cible était le cabinet d'avocats Peel, Eddy & Gibbons, où travaillait toujours Kathy Kendrick, une ancienne employeure qu'il avait licenciée pour harcèlement sexuel. Déguisé avec un chapeau de cow-boy, Ronald a fait irruption dans le bureau. Les cris de Kathy et un coup de feu ont transpercé l'air. Elle a succombé à ses blessures avant l'arrivée de l'ambulance. À ce stade, l'identité de Ronald en tant qu'agresseur restait inconnue. Ensuite, Ronald a pris pour cible la Taylor Oil Company, tirant et blessant Russell Rusty Taylor, le propriétaire du Sinclair Mini Mart, dont Ronald avait récemment été licencié. Ronald a également tué J.D. Jim Chaffin, pompier et chauffeur de camion à temps partiel pour Taylor Oil, qui était la seule victime inconnue de lui. La violence de Ronald s'est poursuivie alors qu'il tirait sur un autre employé
et le manquait avant de quitter la Taylor Oil Company. Sa prochaine destination était le Sinclair Mini Mart, où il a blessé Roberta Woolry et David Salieri. L'assaut final de Ronald l'a conduit à la Woodline Motor Freight Company, où il a rencontré son ancienne superviseure, Joyce Butts. Il lui a tiré une balle dans la tête et dans la poitrine, la laissant grièvement blessée. Dans un tournant dramatique, Ronald a forcé la travailleuse Vicky Jackson, sous la menace d'une arme, à entrer dans le bureau informatique, exigeant qu'elle appelle la police. Il a déclaré « Je suis venu faire ce que je voulais faire. Tout est fini maintenant. J'ai attrapé tous ceux qui voulaient me faire du mal. » Cependant, l'effusion de sang ne s'est pas arrêtée là. Les meurtres publics de Jim Chaffin et Kathy Kendrick à Russellville lundi matin ont porté le nombre total de victimes à 16. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, Ronald s'est rendu sans résistance, remettant son arme. Au cours de ces 40 minutes de déchaînement, il en avait tué 2 et en avait blessé 4 autres. Après son arrestation, la police a perquisitionné le domicile de Ronald où elle a découvert les corps des 14 autres victimes. Ronald a ensuite été envoyé à l'hôpital d'État de l'Arkansas, à Little Rock, pour une évaluation de ses compétences. Le docteur Irving Kuo, le psychiatre du personnel, a par la suite jugé Ronald sain d'esprit et apte à subir son procès. Au milieu d'une affaire complexe et tragique, des révélations ont dressé un portrait effrayant de Ronald Gene Simmons. Les enquêteurs ont découvert que Becky, l'ex-épouse de Ronald, avait diligemment économisé de l'argent pour divorcer d'avec lui. Un détail qui est apparu comme une pièce cruciale du puzzle. De plus, une ancienne superviseure d'une entreprise de fret, qui avait survécu à l'explosion violente de Ronald, a témoigné d'une vive dispute au cours de laquelle Ronald l'avait agressivement confronté à propos de questions financières. Une découverte cruciale a eu lieu lorsque les enquêteurs ont trouvé une lettre dans un coffre-fort entre Ronald et sa fille, Sheila. La lettre révélait la profonde colère de Ronald envers Sheila pour avoir révélé sa paternité. Ses paroles étaient celles étaient inquiétantes, déclarant qu'il la verrait en enfer. Au cours de la procédure judiciaire, l'intensité de la rage de Ronald est devenue évidente lorsqu'il a agressé le procureur et tenté de saisir l'arme de poing d'un adjoint, ce qui a entraîné son expulsion de la salle d'audience. Après avoir subi une évaluation psychiatrique, Ronald a été jugé pour les meurtres de Kendrick et Chaffin. Le 12 mai 1988, il fut reconnu coupable et condamné à mort. La sélection du jury pour son procès a été remarquablement rapide, se concluant en moins de 6 heures. Le juge John Samuel Patterson a condamné Ronald à mort par injection mortelle et à 147 ans supplémentaires. Ronald, inébranlable dans sa position, a refusé de faire appel du verdict. Sa déclaration était claire, il souhaitait qu'aucune mesure ne soit prise pour modifier ou retarder sa peine, exigeant son exécution rapide. Par la suite, Ronald a été jugé pour les meurtres de 14 membres de sa famille et a été reconnu coupable le 10 février 1989. Il a de nouveau été condamné à mort par injection mortelle. Le refus de Ronald de faire appel était enraciné dans sa conviction que toute peine autre que la mort serait une punition cruelle et inhabituelle. La saga juridique s'est poursuivie alors que le tribunal de première instance évaluait la compétence de Ronald à renoncer à la poursuite de la procédure. Il a été conclu que la décision de Ronald était à la fois éclairée et délibérée. L'affaire a attiré l'attention nationale et a fait l'objet de l'affaire Whitmore C. Arkansas devant la Cour suprême. Jonas Whitmore, un autre condamné à mort, a tenté en vain de faire appel du cas de Ronald. Le révérend Louis France et Whitmore ont fait valoir que le refus de Ronald de faire appel portait atteinte aux droits des autres condamnés à mort. Cependant, la Cour suprême, par 7 voix contre 2, a rejeté cet appel, invoquant le droit de Ronald de renoncer à son appel. Malgré les batailles juridiques, l'exécution de Ronald a été retardée. Pendant son séjour dans le couloir de la mort, il a été menacé par d'autres détenus qui estimaient que son refus de faire appel nuisait à leur chance d'éviter la condamnation à mort. Alors que Ronald se préparait pour ce qu'il pensait être son dernier repas, la nouvelle d'un sursis à exécution est arrivée comme une tournure surprenante.
Le 31 mai 1990, le gouverneur Bill Clinton a signé le deuxième mandat d'exécution contre Ronald, fixant son exécution au 25 juin 1990. Il s'agissait du délai le plus court entre la condamnation et l'exécution dans l'histoire des États-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. Ronald, inébranlable dans son « le refus des visiteurs », y compris des conseillers juridiques et du clergé, a fait sa déclaration finale. Une justice retardée enfin est un homicide justifiable. Aucun membre de sa famille n'ayant réclamé son corps, Ronald a été enterré dans un terrain pour pauvres au Lincoln Memorial Lawn à Warner, dans le comté de Lincoln. Que pensez-vous de l'exécution de Ronald? Était-ce une punition appropriée pour ses crimes? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Et c'est la conclusion du cas d'aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons une gamme de cas antérieurs à votre disposition pour que vous puissiez les regarder et en profiter. Plongez et passez un bon moment.